On va pouvoir démarrer. Merci d'être présent pour ce talk intitulé What the fuck JS. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Grégory Houllier, je travaille chez Zetapush et je suis cofondateur de RenJS. Rapidement, Zetapush, c'est quoi? C'est une solution de back-end as a service. Un peu comme Firebase, on propose des API temps réel pour répondre à vos besoins d'application. N'hésitez pas à venir me parler de la solution si vous voulez tester, on a des free plans. Et RenJS, si vous ne connaissez pas, c'est le meet-up rennais autour de JavaScript. On organise un meet-up par mois. Bon, on n'en a pas fait en mars ni en avril, mais on va en refaire un au mois de mai. L'idée, c'est le dernier jeudi du mois, on fait un talk sur plein de formats, soit des cookies, soit des formats plus longs, autour du front-end en règle générale et essentiellement du JavaScript. Alors, pourquoi ce talk ? En fait, chez Zetapush, on a développé un DSL, donc un Domain Specific Language, pour répondre aux besoins d'interaction back-end. Et en travaillant avec la personne donc moi je suis développeur front-end, j'utilise en fait ces API, et en parlant avec le développeur back-end, on a cherché à trouver un langage qui se rapproche le plus de JavaScript. Et en creusant le sujet, on s'est rendu compte qu'il y avait un paquet d'ambiguïtés de syntaxe dans JavaScript, on ne s'en rend pas compte, mais lorsqu'on développe son propre langage, qu'on doit définir une grammaire, ce genre de choses, il faut être assez strict. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ambiguïté de syntaxe ? Rapidement, je pense que vous savez tout ce que c'est qu'une ambiguïté. Ça veut dire quelque chose qui peut être compris dans deux sens différents. Vous allez voir du code, à la lecture, vous pensez que ça fait quelque chose, mais la VM, en fait, ne pense pas comme vous. En fait, quand vous concevez un programme, il y a le développeur qui, lui, écrit le code, et il y a la machine qui l'interprète. Et une ambiguïté de syntaxe, c'est quand la machine comprend quelque chose de différent de ce que vous avez écrit. Pourquoi aussi JavaScript ? C'est qu'au final, c'est le langage que tout le monde aime troller. JavaScript, what the fuck. Là, vous prenez un exemple ici, c'est The Practical Dev, c'est un compte Twitter qui met des choses sympas à propos du dev. Et là, notamment, il y a le comportement de l'opérateur plus là-dessus. Donc on verra, là concrètement, cet exemple-là, c'est pas une ambiguïté de syntaxe, hein, c'est juste que l'opérateur plus en JavaScript, c'est soit une addition, soit une concaténation. Mais c'est pas une ambiguïté de syntaxe, puisqu'au final, quand on a 1 plus 2, ça fait 3, c'est pas ambigu. On sait qu'à gauche, on a un entier, à droite, on a un entier, c'est une addition, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. JavaScript, c'est quoi, juste pour rappel? Je vais pas vous épargner de rentrer dans les détails, mais c'est un langage interprété, ça veut dire qu'on ne sait pas compiler. C'est le code source qui est pris dans votre qui est interprété par votre navigateur et exécuté. On ne passe pas par une phase de compilation comme d'autres langages. C'est un typage faible et dynamique, et c'est multi-paradigme. Et je pense qu'un des problèmes dont souffre JavaScript, c'est du fait qu'il soit multi-paradigme. On peut faire plein de choses et on peut mixer plein de styles de code. On peut faire de l'orienté objet, on peut faire de l'impératif, on peut faire du fonctionnel. Et quand on mixe tout ça ensemble, quand on a un langage qui permet de faire tout ça, on se retrouve avec une grammaire avec des possibilités assez larges. Et donc, avec des ambiguïtés. Et c'est aussi orienté prototype. Ce qui explique aussi un des gros problèmes de la compréhension de l'approche d'héritage en JavaScript. On va faire un petit sondage. On va faire plutôt l'inverse. Qui n'utilise pas JavaScript ? On a un troller en haut. Vous qui faites du JS, pour vous, c'est quoi ça ? Si vous l'exécutez dans Chrome, c'est un objet. Vous êtes tous à peu près d'accord là-dessus. Maintenant, si on fait un éval de cette chaîne-là, qu'est-ce que c'est ? C'est undefined. Là, vous vous dites, mais what the fuck, c'est censé être la même chose et tout, je comprends pas. Bon, on va prendre un objet un peu plus complexe. Là, vous avez quelque chose qui ressemble aussi à un objet. À votre avis, c'est quoi ? Qui pense que ce n'est pas un objet ? Donc tout le monde pense que c'est un objet. Quand on l'évalue dans la console Chrome, parfait, on a un objet qui a une propriété talk et une valeur Breiskamp. Si on évalue la même chose, qu'est-ce qu'on a ? Breiskamp. Mais c'est pas normal, on évalue ça, ça doit être un truc. Spoiler, les deux choses qu'on a vues, ce ne sont pas des objets. Ça, pour vous, qu'est-ce que c'est ? Qui pense que c'est une addition ? Voilà. Ça, quand on l'exécute dans la console Chrome,
ça concatène le toString de deux objets. C'est quelque chose qui semble assez logique. Si on évalue la même chose, on a not a number. Alors là, vous vous dites, quoi? C'est pas une addition? Pourtant, il y a un opérateur gauche, un opérateur droite, un plus au milieu, c'est forcément une addition. Eh bien, développeurs, les DevTools vous mentent. Le problème, il n'est pas dans JavaScript. Le problème, il est dans Chrome. Et en gros, il est dans ce qu'on appelle les read-eval print loop. Et le coupable, c'est cette ligne-là. Ça, c'est le code source des DevTools de Chrome qui est accessible sur GitHub. Et en fait, au moment donné où vous faites entrer dans votre code, il va le parser et il va dire ce que tu essaies de faire, ça ressemble à une expression. Du coup, vu que ça ressemble à une expression, je vais modifier ton code avant que tu l'exécutes et je vais rajouter une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante. Et ça va tout changer, en fait. Ça veut dire qu'au niveau de la syntaxe, ce qui est interprété par la console des DevTools ou par Node quand vous faites quand vous êtes directement dans la console, c'est pas le code que vous avez écrit. C'est un code légèrement modifié de 2 caractères, mais qui vont transformer votre code en expression, parce que les DevTools ont considéré que ce que vous avez voulu dire, c'est que c'était une expression. Et pour ça, si vous voulez vraiment savoir ce que fait du code, je vous déconseille d'utiliser les DevTools. Je vous conseille d'utiliser autre chose. Si vous voulez vraiment comprendre ce que fait du code, ça s'appelle AST Explorer. AST Explorer, c'est quoi? C'est un super outil en ligne où, en gros, vous mettez du code et vous avez à droite ce qui est interprété par le navigateur, concrètement par la VM. Et en fait, du coup, vous avez ici, on va prendre l'exemple de base, on disait ici, qu'est-ce que c'est? C'est un block statement, c'est un bloc de code. Ce n'est pas un objet JSON. C'est un bloc de code, une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante. Et si on fait talk, brace camp, qu'est-ce qu'on a? On a un bloc vide avec un label et une valeur de retour. Et là, on comprend beaucoup mieux ce qui se passe. En fait, ça, concrètement, c'est pas du tout un objet, au sens syntaxe de JavaScript. C'est un bloc de code. Et concrètement, vous pouvez tout à fait écrire ça. Alors qu'au final, vous vous dites, non mais quelque chose qui commence par une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante, c'est pas possible. Et en fait, il y a beaucoup qui utilisent ici des IIFE, des enrobages de fonctions. Okay. Ça, au final, ça fonctionne pas tel quel. Enfin, le bloc de code, on est obligé d'utiliser ce truc-là parce qu'en JavaScript, la portée de base des variables, d'une variable déclarée avec le mot-clé var, c'est la fonction et c'est pas le bloc. Si vous utilisez un bloc de code et que vous déclarez des variables avec let et const, ça n'échappe pas à la portée, vous pouvez tout à fait écrire votre code à l'intérieur. On va continuer du coup là-dessus. Donc je vous conseille d'utiliser cet outil pour comprendre vraiment ce que fait votre code. Et ce genre d'outil est de plus en plus utile, et de plus en plus accessible, notamment grâce à Babel, qui est, je pense que tout le monde connaît Babel. Qui connaît pas Babel? Tout le monde. C'est en fait, cet outil-là transforme le code que vous écrivez en AST, fait des transformations dessus, et le préprint derrière. Et en fait, ce qui n'était pas disponible il y a quelques années, l'est de plus en plus, c'est des parseurs JS. Vous avez plein de parseurs JS, vous prenez votre code, ici AST Explorer vous en propose plusieurs. Il vous propose Babylon qui est utilisé par Babel, mais plein d'autres qui vous permettent du coup de prendre un code et de voir ce que ça fait. Ça peut être assez intéressant si vous voulez vraiment comprendre ce que fait votre code et ne faites pas confiance aux DevTools. Hop. Donc en partant de là, le problème dont on a parlé est beaucoup plus... il y a un cas d'usage que vous allez forcément rencontrer si vous faites de l'ES6, c'est les arrow functions. Si vous faites une arrow function qui prend une value et qui fait directement un return à collade ouvrante key value, vous n'allez pas retourner un objet. Parce que là, les DevTools ne vont pas modifier votre code. C'est exactement, vous allez retourner un bloc de... votre arrow function, elle a un bloc de code avec un label et une value. Donc ça, au lieu de retourner un objet qui a key value, ça va retourner value. Hop. Si vous voulez vraiment avoir quelque chose, c'est-à-dire une fonction qui retourne directement l'objet, n'oubliez pas les parenthèses. La syntaxe de JavaScript qui évolue assez rapidement, maintenant on en est à une nouvelle version tous les ans. Plus on rajoute de fonctionnalités à la spécification, plus les collisions de fonctionnalités sont possibles. Un exemple intéressant, qui n'utilise pas les points-virgules ici? Ok. Est-ce que vous savez me citer les 2 cas qui posent problème en ES5?
Alors juste avant pour là, c'est que l'absence de parenthèse, c'est pas un bug, c'est une fonctionnalité, c'est décrit dans la spec. Je vous invite à aller la lire. Donc en ECMAScript 5, il y a deux ambiguïtés possibles. Si votre ligne commence par une accolade ouvrante, la première partie valide, la deuxième n'est pas valide, parce qu'il va essayer d'accéder, il va considérer que vous allez essayer d'accéder à la propriété 1,2,3 de l'expression précédente, c'est-à-dire var a égale 0. Donc ça, c'est un cas qui n'est pas résolu. Étant donné on peut démarrer une ligne avec une accolade ouvrante, il y a une ambiguïté ici. C'est pour ça que des outils type Prettier, qui permettent de formater automatiquement votre code, ont encore du mal à supporter le mode sans point virgule. Il faut être vigilant. Donc en ES5, il y a deux ambiguïtés. La première, c'est le accolade ouvrante. La deuxième, c'est parenthèse ouvrante. C'est pour ça que si vous voyez des codes IIFE, donc c'est-à-dire une fonction qui encapsule l'exécution d'un code, en règle générale, elles sont précédées d'un point virgule. Là, vous allez avoir la même erreur. En ES 2015, ES6, il y a une ambiguïté supplémentaire qui a été introduite par les template strings, c'est-à-dire c'est une chaîne de caractères avec l'opérateur backtick. Si vous mettez la même chose, si vous oubliez le point virgule, vous allez avoir un problème. C'est qu'en fait, cette notation-là peut être appelée avec une fonction avant qui va permettre de manipuler la template string comme étant des paramètres. Ça, c'est ES5. En ECMAScript 2018, normalement, c'est pas cette année, c'est l'an prochain, il y a une ambiguïté supplémentaire qui arrive, c'est qu'on va avoir les classes, normalement, les classes properties, c'est-à-dire le fait d'avoir une classe et de pouvoir déclarer directement des propriétés initialisées. Si vous combinez les propriétés initialisées avec les générateurs ES6, vous allez vous retrouver avec un cas ici où vous déclarez un message, une propriété message qui est égale à hello, et la ligne d'après, vous déclarez une fonction qui est un générateur, et là, vous avez un problème, puisqu'en fait, il essaie de multiplier une chaîne par une fonction. Syntaxiquement, c'est valide, mais ça pose problème. C'est pour ça que du coup, faites attention, les points-virgules sont optionnels, mais il faut bien avoir en tête ces cas d'ambiguïté. N'oubliez pas, je tiens sur cette citation de Jean-Luc Mélenchon, il n'y a que deux types de langage, ceux dont tout le monde se plaint et ceux que personne n'utilise, et vu que tout le monde se plaint de JavaScript, je pense que tout le monde utilise. N'oubliez pas, Java n'est pas Java, Java est à JavaScript, ce que Alf est à Gandalf. Quelques liens, les slides seront dispo. La spec de JS est dispo en ligne, n'hésitez pas à la lire, elle est plutôt bien faite, c'est velu, mais c'est quand même compréhensible, c'est bien structuré, c'est dispo sous un repo GitHub. Les DevTools de Chrome sont aussi open source, vous pouvez les cloner, les modifier, comprendre exactement ce que fait votre code, notamment rajouter des extensions, ça peut être super intéressant. Et je vous conseille d'aller regarder ST Explorer si vous voulez mieux comprendre exactement ce que fait votre code JavaScript. Bon, voilà, c'est terminé. Si vous avez des questions. Des questions? Oui. Alors, avec le backtick, ouais. En fait, du coup, pourquoi ce code-là pose problème? Ce code-là pose problème parce qu'en fait, le backtick, c'est une manière de déclarer des chaînes sur des multilignes avec des variables à l'intérieur, mais il y a une autre fonctionnalité qui n'est pas très connue qui s'appelle les tags template string, c'est-à-dire que si tu mets... on va mettre directement... J'adore le web. On a tout de suite un IDE à la portée. Donc si on déclare une fonction... Hop, si. Et du coup, donc là on déclare une fonction de photo. Si tu appelles avec le backtick hello, il y a une fonctionnalité dans ES6 qui s'appelle les tags template string, où en gros, si tu passes une fonction juste devant, donc sans les parenthèses, tu vas pouvoir exécuter un pré-processing en fait, sur ta fonction, sur ta chaîne de caractères. Donc là, en l'occurrence, la fonction Toto est appelée avec des paramètres qui correspondent ici à hello. Mais si tu fais la même chose ici, hop, n'importe quoi.
Ta fonction toto est appelée avec des paramètres qui correspondent en fait aux fragments de ta chaîne. C'est-à-dire, ici, une première string hello, un espace, ensuite la partie finale de ta chaîne et les différentes values. Ce type de mécanisme, on ne l'utilise pas trop au quotidien, mais c'est proposé par certaines libs, notamment pour faire du pré-processing d'HTML. C'est-à-dire que tu vas avoir une fonction, et derrière, tu vas écrire ta template string avec ton code HTML, il va te le transformer en la volée, il va pouvoir faire plein de choses dessus. C'est une fonctionnalité qui n'est pas très connue, mais le simple fait de pouvoir la faire fait que si tu as l'habitude de coder sans point virgule et que tu oublies et que tu commences une ligne par un backtick, tu peux avoir un problème de syntaxe. Donc plus le langage JavaScript a la chance d'évoluer de plus en plus, c'est une bonne chose, il faut juste faire attention. D'autres questions ? Non. Merci beaucoup.